Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci de votre participation en tant qu'auditeur, en tant que soutien et diffuseur, car sans vous, ces conférences ne seraient d'aucune utilité. L'interdépendance dont nous ne cessons de parler depuis le début de ce cycle de rencontres se retrouve là aussi. Pas d'émetteur sans récepteur, pas d'auteur sans lecteur, et chacun, à sa place particulière, participe aux multiples échanges qu'impulse la vie et que régente l'âme et ses lois dans ses manifestations. Merci donc pour ces accompagnements réciproques auxquels nous nous donnons en fonction de nos spécificités pour aller ensemble vers le bien commun et poursuivre notre étude sur l'âme dans tous ses états. Alors, dans le ballet qu'organise l'âme une à travers tous les règnes, nous avons vu que l'âme apprend par l'expérience et qu'elle se voue au fil des incarnations à servir toujours plus finement le plan d'amour et d'intelligence divine qu'elle met en œuvre dans la manifestation. En guise de conclusion, nous disions la fois dernière que l'âme au sein du règne minéral nous montre que répondre à un plan fondamental, c'est possible. À travers le règne végétal, elle révèle qu'un monde d'amour est en marche. Et avec le règne animal, elle témoigne de la puissance de l'intelligence créatrice et relationnelle en action, parce que chacun de ces règnes répond à un parcours évolutif spécifique. Et c'est au règne humain, riche de l'ensemble de ses apports, de mettre en œuvre ces énergies. Et c'est donc à l'expression de l'âme à travers le règne humain que nous allons ce soir consacrer cette conférence, à travers laquelle nous allons retrouver les lois de sacrifice, d'impulsion magnétique et de service qui nous sont aujourd'hui familières. Il ne vous a pas échappé qu'avec le titre de ce soir, « L'homme ne descend pas du singe », nous reprenons l'idée maîtresse qui sous-tend l'ensemble de notre cycle. En effet, l'homme, comme l'ensemble des règnes subhumains, a pour origine l'âme une, et non une forme quelconque qui se serait métamorphosée avec le temps pour s'adapter à l'environnement. Mais même si nous reprécisons régulièrement que toute existence provient d'une essence, d'une conscience, d'une âme, ces termes pouvant être synonymes, eh bien, nous n'avons pas encore mis en lumière le déroulé évolutif de la conscience qui remet en cause complètement la vision traditionnelle de l'évolution. Nous allons donc profiter ce soir de l'histoire du développement humain pour détailler la densification progressive qui permet aux énergies de la monade, puis de l'âme, de prendre forme en s'incarnant sur les différents plans de la manifestation, depuis les niveaux les plus abstraits jusqu'aux niveaux concrets sur lesquels apparaissent tous les règnes sur Terre. Ce soir donc nous allons exposer certaines données complexes de la science ésotérique. Et celles-ci se retrouvent dans tous les livres de la sagesse immémoriale, mais sous des aspects qui semblent parfois impénétrables et si mystérieux que nombreux sont ceux qui les considèrent comme des élucubrations, comme des pures fantaisies auxquelles naturellement la science n'accorde strictement aucun crédit. Cependant, si tous les enseignements ésotériques relatent la genèse des règnes de la nature de façon à peu près similaire, nous devons garder en tête que ce ne sont que des hypothèses, à partir desquelles chacun peut établir des correspondances, des analogies, qui permettent d'éclairer progressivement les contours de cet étonnant mystère qu'est la manifestation. Lors de la Genèse, lors de la conférence Terre d'accueil, donc que nous avons faite il y a 3 mois, nous avons vu que la matière dense n'est qu'une exception, n'est qu'une densification dans le temps et l'espace de l'énergie qui emplit l'univers, en vibrant sur des fréquences variées selon les différents plans. Nous avons vu que c'est cette énergie qui, en se condensant, produit des états gazeux, liquides et solides de la matière. Et ce sont ces condensations qui finalement donnent naissance aux étoiles, aux planètes et à tout ce qui vit en leur sein. Bon, tout ceci n'est pas nouveau. Et concernant même la naissance des étoiles et des planètes, c'est même une représentation reconnue et attestée par la science physique.
Mais si cette explication nous montre comment on passe de l'énergie au monde formel, cela ne nous dit rien du passage qui se situe bien en amont entre le monde de l'esprit et celui de l'énergie. Et dans les conférences précédentes, nous avons justement montré que, avec la loi de sacrifice, l'esprit impulse une descente dans un règne ou dans un corps pour y manifester certaines qualités et participer à la révélation du plan planétaire. Mais comment l'esprit s'y prend-il pour organiser cette descente vibratoire? Comment va-t-il organiser l'énergie afin qu'elle se condense dans les formes qu'il a choisi de créer? Alors, avant d'étudier l'expression de l'âme à travers l'humanité, voyons ensemble cette genèse qui concerne absolument tous les règnes. Voyons le développement des énergies qui empruntent les différentes marches qui mènent à l'incarnation, en cherchant à nous représenter l'articulation entre le plan de l'esprit, le plan de l'âme et le monde des effets formels. Cette articulation est très importante parce que elle permet de comprendre l'origine des espèces, l'origine de l'humanité, et d'écrire une nouvelle histoire de l'évolution. De plus, ce processus de création se retrouve en fractal, à tous les étages des expressions de la vie une. Et nous verrons en fin de conférence qu'on le retrouve aussi à l'œuvre dans la créativité humaine. Alors, l'approche exhaustive de cette genèse est extrêmement compliquée. Et nous renvoyons tous celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet aux différents livres écrits et publiés par la théosophie. Vous pouvez lire, par exemple, si vous le souhaitez, La généalogie de l'homme d'Annie Besant, Le système solaire de Powell, qui vous permettront d'entrer dans cette science des cycles que sont les chaînes, les rondes, les globes, etc. Donc, ce soir, nous n'aborderons que les éléments qui permettent d'éclairer notre thème, sans entrer dans les détails qui nous feraient perdre de vue justement notre objectif qui est d'explorer l'âme dans tous ses états. Nous allons donc nous contenter d'esquisser un aperçu de cette genèse pour en percevoir l'esprit général. L'essentiel, c'est vraiment de garder en tête que tout mouvement créateur prend naissance sur un niveau abstrait et se décline des mondes abstraits jusqu'au monde concret, des espaces les plus subtils jusqu'aux plus denses. Alors on pourrait dire que ouais, bon, ok, c'est bien, mais c'est pas une révolution. Non, c'est pas une révolution, mais c'est pourtant une pensée qui est loin d'être acquise. Parce qu'à notre niveau de compréhension du monde, c'est quand même assez contre-intuitif. En effet, nous sommes habitués à ce qu'un animal ou un humain naisse de la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, ou qu'un végétal résulte de l'éclosion et de la poussée d'une graine. Mais ce que nous observons à ce stade, ce n'est pas du tout la genèse d'une existence, c'est le stade terminal du long processus de création initié depuis l'esprit. Ce que nous considérons habituellement comme cause n'est que l'effet d'autres causes beaucoup plus subtiles. C'est comme si en ouvrant un robinet, on croyait que l'eau prend naissance dans la canalisation. Non, elle est issue d'une source qui se situe bien en amont et qui est passée par de multiples étapes avant de sortir du robinet. Et donc, pour mieux comprendre cette genèse, rappelons-nous les principes essentiels évoqués lors de la première conférence de l'année pour avoir bien en tête le cadre général de cette évolution. Nous avions vu que sur l'échelle vibratoire donc de la vie une, l'esprit est la puissance d'impulsion à l'origine de toute création, et que la matière c'est la puissance d'accueil que l'esprit doit amener à vibrer toujours plus haut pour rejoindre sa propre fréquence. Mais leurs fréquences sont si éloignées l'une de l'autre qu'ils sont dans l'impossibilité d'interagir directement. Aucune influence n'est possible. Et donc, l'un et l'autre ont besoin d'un intermédiaire qui puisse vibrer suffisamment haut pour être en phase avec l'esprit et suffisamment bas pour pouvoir agir avec la matière. Et ce principe intermédiaire qui permet la rencontre entre l'esprit et la matière, c'est l'âme. C'est l'âme une. Donc, entre l'esprit un et la matière une, nous trouvons l'âme une. L'âme n'est donc ni esprit, ni matière,
puisqu'elle naît du rapport qui s'établit entre les deux sur une fréquence sans cesse évolutive. L'âme est donc l'instance médiatrice qui va permettre à l'esprit d'inséminer progressivement la matière de sa puissance radiante. Et sous l'impulsion de l'esprit, elle va le faire en agissant sur la matière pour créer des formes de toutes sortes et de toutes tailles, en agrégeant de la matière mentale, de la matière sensible, éthérique et de la matière dense. Nous avons vu également que l'âme une se subdivise en fractales pour adapter son fonctionnement à tous les étages de la manifestation, et ce au sein de l'ensemble des règnes de la nature. Donc, en résumé, 2 points importants sont à retenir. Toute création émane d'une impulsion, d'une intention de l'esprit qui se condense progressivement, en descendant le long des différents plans vibratoires qui sont autant de marches vers la matière dense. Ces plans emplissent l'espace au sein duquel nous vivons. Ils se diversifient du plan le plus abstrait jusqu'au plan le plus concret, en s'interpénétrant sans jamais se mélanger, puisqu'ils vibrent à des taux différents. Et deuxième point, c'est l'âme une qui, sous l'impulsion de l'esprit, est l'agent créateur du monde formel et de tous les aspects tangibles. Elle représente la réalité du monde avec un R majuscule, et elle est donc l'instance créatrice de tout ce qui existe, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Alors voyons cela sur un schéma pour mieux nous le représenter, tout en gardant en conscience que tous les plans, tous les niveaux qui sont représentés là ne sont pas étanches. Ils s'interpénètrent tous et il n'y a pas du tout de frontières tranchées entre tous ces niveaux vibratoires. Donc vous avez là finalement les 7 plans fondamentaux donc sur lesquels nous évoluons. Là, il y a le plan, ce qu'on appelle le plan divin, et puis donc nous commençons à travailler à partir du monde où se trouve le plan de l'esprit, qu'on appelle aussi le plan des monades. Et puis, vous avez ensuite donc le plan Atma, qui se trouve ici, où se définit l'intention fondamentale de toute création. Puis on descend encore sur le plan Bouddhi, sur lequel les qualités essentielles se dessinent. Et enfin, le niveau le plus subtil du plan mental, qui est le plan créateur par excellence. Alors, nous avons des mots sanscrits pour définir Atma et Bouddhi, parce qu'il n'y a pas encore de mots dans la psychologie ésotérique européenne pour les décrire autrement. Alors, quelquefois, on utilise des qualités comme la volonté, l'amour, mais il faut mieux garder peut-être les termes sanscrits, ça pourrait être moins à confusion. À science nouvelle, terme nouveau. Et donc, pourquoi est-ce que finalement, ce mental, comme nous le voyons ici, est créateur? Pourquoi est-ce que finalement, c'est là que ça va se passer? Tout simplement parce que le mental a ceci de particulier, c'est qu'il est l'interface entre les mondes informels et les mondes formels. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le mental abstrait, il appartient au monde informel, ici. Alors que le mental concret appartient au monde formel. Et donc le mental, il est vraiment une charnière, il est un intermédiaire entre les deux mondes. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est donc au sein du mental que la différence se fait entre l'abstrait et le concret, entre le subtil donc et le plus dense. Et puis viennent donc ensuite dans le monde des formes, le monde sensible, qu'on appelle aussi, en ce qui concerne l'humain, le monde émotionnel, et puis le physique éthérique, et puis le monde physique dense. Et finalement, c'est sur tous ces plans vibratoires, depuis la monade jusqu'au physique dense, que nous existons. C'est sur ces plans que nous avons nos différents corps. Et s'il paraît évident, c'est bien connu, que notre corps physique dense soit partie intégrante du plan physique, nous commençons seulement depuis peu à réaliser que notre corps éthérique est un aspect du grand corps éthérique universel. Quant à notre corps émotionnel, nous le pensons généralement très personnel, mais sans réaliser qu'il n'est lui aussi qu'un aspect particulier du grand plan sensible. Même chose pour le mental, même chose pour le plan bouddhi, le plan atma, etc. Donc c'est vraiment tous les plans de l'âme une, comme tous les plans inférieurs. Nous avons, nous, une existence sur ces plans, mais c'est vraiment simplement un aspect d'un plan global. Ce sont donc tous ces plans que l'impulsion créatrice de l'esprit doit atteindre l'un après l'autre pour pouvoir arriver à se manifester jusqu'au plan dense. Voyons plus en détail cette progression. Et donc, pour aboutir à la création d'un règne,
pour aboutir à la création d'une espèce ou d'une sous-espèce. Une impulsion créatrice donc émane de l'esprit. Et son sens fondamental, son intention créatrice, liée naturellement au plan global, eh bien, elle se précise sur le plan Atma, de façon à se structurer. À ce niveau, comme le temps n'existe pas, toute intention émise est perçue comme déjà réalisée. Puis, en descendant d'un cran sur le plan bouddhi, les qualités, les énergies de rayon spécifiques à cette réalisation sont mobilisées pour caractériser l'intention créatrice. Enfin, sur le plan mental abstrait, l'archétype de la création envisagée apparaît. Et donc sur ces trois plans qui sont proches de la fréquence de l'esprit, nous sommes dans un monde complètement d'abstraction. Et les mots peinent un peu à décrire ce qui n'est qu'énergie intentionnée et qualifiée, dépourvue encore de toute forme. Et c'est alors que l'âme du règne de l'espèce ou d'un individu prend le relais et se saisit de cette intention qualifiée pour lui donner une structure, une organisation, une sensibilité à travers le plan mental concret, à travers le plan sensible, jusqu'au plan éthérique, jusqu'au plan physique dense. Et c'est là qu'il émerge. Alors, pour que ce soit bien clair, voyons cela sur un schéma pour vraiment prendre exemple sur le règne minéral. Qu'est-ce qui se passe si on suit l'histoire du règne minéral ? C'est un schéma qui est à peu près semblable. Vous retrouvez les plans, monade, atma, bouddhi, mental abstrait, mental concret, sensible, etc. En bas, vous avez simplement une échelle de temps. Et cette échelle de temps, elle est extrêmement variable. C'est vrai que si on prend la descente, comme nous allons le voir à propos d'un règne, ça peut prendre des millions d'années du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Donc le temps, là, c'est vraiment des grandes échelles. Par contre, s'il s'agit d'une forme pensée, comme nous en verrons tout à l'heure, eh bien le temps est beaucoup plus court. Donc c'est pour donner simplement une idée de temps et que ça n'est pas immédiat, que ça ne descend pas donc dans le présent. Et donc, lorsqu'il y a 3 mois, nous avons décrit l'apparition du minéral sur Terre. Nous avons vu son passage de l'énergie jusqu'au monde formel. Et donc nous allons à présent remonter beaucoup plus en amont pour percevoir comment l'impulsion de l'esprit aboutit jusqu'au monde de l'énergie. Et donc tout part, comme nous venons de le dire, donc d'une impulsion fondamentale de l'esprit qui donne son impulsion créatrice au minéral. Et puis au sein du plan Atma, sa structure essentielle est précisée. Son but est déterminé. Sur le plan bouddhi, ses qualités de rayon 7 et de rayon 1 sont définies. Et puis, sur le mental abstrait, le concept du minéral s'organise en un ensemble d'énergies qui forment une figure géométrique. Et donc, toutes les grandes lignes de fonctionnement des différents minéraux se précisent sur ce plan. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons symbolisé cette descente par des triangles, tant qu'on reste au niveau de l'énergie, au niveau du sans-forme, et puis nous sommes passés à des carrés dès qu'on rentre dans le monde de la forme. Voilà la grande différence entre les deux. Et donc, quand on rentre au niveau de la forme, eh bien c'est à ce niveau-là que l'âme du minéral commence à organiser la manifestation des futurs minéraux. Et cette descente suit alors les cycles multiples et complexes de la vie de la Terre. Et chacune de ces phases se chiffre en millions d'années. Donc, la structure géométrique qui est présente sur le mental abstrait, ici, elle descend sur le plan mental concret. Et c'est là que pour la première fois, on peut vraiment parler de forme pensée. L'âme revêt la structure géométrique de matière mentale concrète, ce qui en fixe toutes les caractéristiques. La forme de l'idée du minéral se précise de plus en plus et gagne en détail. Et là, on peut dire que le véritable prototype du minéral existe alors véritablement. Puis, lorsque cycliquement le temps est venu, cette forme pensée passe sur le niveau sensible, qui confère à la forme les aspects les plus élémentaires des qualités qui ont été définies sur le plan bouddhique. Puis l'âme poursuit son œuvre de création en accompagnant les énergies et en les fixant sur le plan éthérique. Et là, au sein du plan éthérique global, des lignes de force se densifient de façon de plus en plus précise pour servir de moule à la forme physique dense, qui en sera l'aboutissement.
Et enfin, c'est là que nous rejoignons notre récit précédent sur la genèse du minéral. C'est à partir de là que l'âme va attirer et utiliser tous les matériaux de base éjectés par les étoiles mortes pour habiller la triple forme mentale, sensible, éthérique de matière dense et donner naissance physique au minéral sur Terre. Et si ce n'est qu'une fois que tout ce processus est accompli, qu'on peut attester de l'existence des minéraux. En réalité, ils existent sous des formes subtiles depuis des millions d'années auparavant. Donc, nous comprenons à travers ce long processus qu'il n'y a aucune place pour que le minéral émerge simplement de combinaisons aléatoires à partir de la matière elle-même. Alors, on a pris l'exemple avec le règne minéral, mais le processus de descente vibratoire et les différentes étapes de la genèse des formes, c'est exactement le même pour toutes les formes, pour tous les règnes qui existent sur Terre, y compris, comme nous allons le voir, pour l'humain. Et c'est ainsi que chaque règne, chaque espèce à l'intérieur d'un règne, descend en droite ligne d'une intention fondamentale émanant de l'esprit. Depuis ce point source, chaque intention revêt progressivement l'ensemble des qualités et des corps qui vont être nécessaires à son existence. Il n'y a donc aucune descendance directe entre règnes ou entre espèces. Ainsi, l'homme ne descend pas plus du singe que les animaux ne descendent des végétaux. Toute création est l'expression de parcelles d'esprit qu'on appelle des monades et des parcelles d'âme, qui, soumis à la loi de sacrifice, entament le long processus d'involution et de descente. Et c'est aussi de cette manière, d'ailleurs, que les monades investissent tous les plans de la matière sur chacune des planètes du système solaire. On n'a pas d'écrit concernant la vie des planètes sur d'autres systèmes, mais il est probable qu'elles s'expriment à travers le même processus, étant donné qu'il y a une universalité des lois à l'œuvre dans l'univers. Alors, il peut vous sembler absurde que nous évoquions l'éventualité d'autres existences sur d'autres planètes sur Terre, que la Terre, puisque nous savons que seule notre planète fournit les conditions indispensables au maintien et au développement de la vie physique que nous connaissons. Mais c'est ne voir qu'à partir de notre conception très limitée d'humains sur Terre. En effet, toutes les planètes abritent des formes de vie-conscience, mais ces formes de vie-conscience ne descendent pas forcément jusqu'au plan physique dense. Chaque groupe de monades travaille selon des objectifs différents. Certaines ne se manifestent que jusqu'au plan mental. D'autres descendent jusqu'au plan émotionnel. Et certaines même jusqu'au plan éthérique. Et c'est tout. Ainsi, s'il est impossible de vivre physiquement, comme nous l'entendons, sur Vénus, dans une atmosphère d'acide sulfurique portée à 450 degrés, mais ça ne pose aucun problème aux formes de vie qui restent sur le plan éthérique. De même, des formes d'existence s'installant sur le plan mental ou sensible n'ont aucune difficulté à séjourner sur Jupiter ou n'importe quelle autre planète gazeuse. Ainsi, l'univers, peuplé de milliards de planètes, est un gigantesque ensemble de vie-conscience qui s'exprime à travers des niveaux différents de manifestation, en fonction des intentions initiées par les monades qui les génèrent. Alors, après avoir vu comment le minéral suit ce parcours d'involution, compliquons un peu les choses en voyant le même parcours par rapport à l'humanité. Alors, il y a 4 milliards d'années, la Terre en formation est encore une grande boule de feu. Sur les plans subtils, les monades des différents règnes ont déjà élaboré les archétypes de ce que seront ces règnes. Ce sont les minéraux, comme nous l'avons vu, qui les premiers passent par toutes les étapes conduisant à la manifestation physique, donnant ainsi une structure stable à la Terre. Et puis ce sont les monades des règnes végétales et animales, à l'exception des mammifères, qui entreprennent cette descente progressive pour apparaître sur le plan formel il y a environ 500 millions d'années. Enfin, l'archétype contenu dans la monade humaine va aussi traverser les différents plans pour atteindre le plan physique dense de la manifestation.
L'intention fondamentale de ces monades humaines, c'est de développer un être doté d'un mental afin qu'il puisse prolonger le processus de création et servir d'intermédiaire entre le plan et les règnes subhumains qui ne connaissent pas le plan. Mais surtout, ce qui doit distinguer l'humain de l'animal, c'est la capacité de s'individualiser afin de développer la conscience de soi et le pouvoir de penser par lui-même. Alors il est donc prévu 7 groupes d'humains se développant sur des millions d'années pour remplir le but assigné par la monade humaine répondant au plan global. Et l'histoire de ces groupes, elle nous est rapportée par les enseignements ésotériques les plus anciens et évidemment diffère, mais alors radicalement, des thèses de la paléoanthropologie officielle. Alors en suivant ce schéma, on peut dire qu'après être passé par les stades des plans Atma, Bouddhi, mental et sensible, eh bien le prototype humain arrive jusqu'au plan éthérique. Et voilà pourquoi les 2 premiers groupes humains, aussi surprenant que ça puisse paraître, étaient donc en matière éthérique et se présentaient simplement comme de grands amas filamenteux et arborescents, bien éloignés de l'actuelle forme humaine. Celle-ci commence à se préciser plus nettement vers la fin de la période d'existence de ce second groupe. Et c'est au cours de cette maturation du second groupe que certaines formes éthériques vont prendre un autre chemin et poursuivre une autre route en donnant naissance à tous les mammifères. C'est pourquoi les anciens enseignements disent que l'homme ne descend pas du singe, parce que tous les mammifères descendent des premières apparitions éthérées de certaines monades humaines. Ce qui, dans un raccourci, pourrait nous faire dire qu'en réalité, c'est le singe qui descend de l'homme. Et c'est ce qui explique, d'une part, pourquoi les mammifères sont les derniers animaux à être apparus sur Terre, et d'autre part, pourquoi, comme nous l'avons vu le mois dernier, ce sont eux, et seulement eux, que l'humanité peut entraîner vers l'individualisation. Ils ont déjà quelque chose de l'humanité. Et donc, ce n'est qu'avec l'apparition du 3e groupe, les lémuriens, que la forme physique dense se concrétise. Les écrits théosophiques décrivent les caractéristiques et les modes de vie lémuriens en détail si ça vous intéresse, mais on n'en parlera pas ici pour ne pas trop nous éloigner de notre sujet. Disons simplement, en 3 mots, que ces premiers humains étaient très très grands, ce qui leur permettait d'une part de faire face aux dinosaures, et d'autre part de bâtir certaines cités dites cyclopéennes, faites d'accumulation d'énormes blocs de rochers dont on trouve d'ailleurs encore des traces. Le terme cyclopéen fait allusion au fait que ce groupe ne possédait qu'un seul œil au niveau du front. Et les nombreux mythes se référant aux géants et aux cyclopes en gardent le souvenir. Les 2 yeux de l'humain d'aujourd'hui se sont d'ailleurs développés qu'à la fin de la période lémurienne, tandis que cet œil frontal a migré vers l'intérieur du cerveau pour devenir la glande pinéale. Et c'est aussi au cours de la longue aventure de ce groupe que la séparation en 2 sexes s'est opérée. Là encore, les mythes en gardent la mémoire. Alors pendant plusieurs millions d'années, ce groupe de futurs hommes est encore très apparenté aux animaux. D'ailleurs, on les appelle parfois des hommes animaux, puisqu'ils fonctionnent à partir d'une âme collective, comme les animaux. Pour devenir véritablement, il va donc leur falloir passer d'une âme collective à une âme individualisée. Et comme nous l'avons vu le mois dernier, c'est un processus qui se réalise au sein de l'âme collective par la création de sous-groupes comprenant de moins en moins d'individus jusqu'à l'individualisation. Mais cette progression est extrêmement lente. Or, le logos planétaire, l'âme de la Terre, avait hâte, en tant que planète, de servir le système solaire. Mais il lui était impossible de le faire en tant que la planète n'était qu'une vaste pouponnière de règne en construction. Et le processus d'individualisation du futur humain était si lent que le service de la planète Terre risquait d'attendre encore quelques centaines de millions d'années pour être pleinement opérationnel. Alors, en accord avec le logos solaire, en accord avec les autres logos planétaires,
l'âme conscience de la Terre a donc demandé à certains groupes de monades qui avaient déjà développé, voire dépassé le stade humain dans d'autres systèmes évolutifs, d'investir les corps lémuriens pour donner un coup de pouce au processus de développement. Alors quand nous parlons ici là, de stade humain, rappelons-nous bien qu'il s'agit avant tout d'un état de conscience, dans lequel une âme individualisée utilise le mental pour relier les mondes subtils au monde matériel. Et ça ne signifie pas que cet état de conscience se vive forcément jusque les plans les plus denses de la manifestation, et qui plus est dans des formes semblables aux nôtres, ce qui permet d'imaginer bien d'autres évolutions humaines que celles qui existent sur la Terre. Donc, au milieu de la période lémurienne, des monades répondant à l'appel du logos planétaire se sont engagés pour jouer le rôle d'accélérateur d'évolution. Pour stimuler l'émergence du mental, elles utilisèrent plusieurs moyens. D'abord, elles s'incarnèrent dans des corps de certains lémuriens, et l'effet immédiat fut un afflux majeur d'énergie qui fragmenta l'âme groupe des hommes animaux, entraînant ainsi leur individualisation immédiate. Selon les sources ésotériques, ça s'est passé il y a environ 18 millions d'années. Et depuis cette période, l'âme humaine siège au sein du plan mental humain. Là voilà. L'âme humaine donc se trouve au plein milieu du plan mental humain, puisqu'elle est amenée à devoir utiliser ce plan mental pour pouvoir créer. Et donc elle devient là la source du processus de la pensée. C'est pour ça que son introduction ici vraiment bouleverse absolument toute l'histoire de l'évolution humaine. Et donc, une fois que ces monades ont été incarnées dans des corps lémuriens, elles en profitèrent pour stimuler aussi le mental de ceux qui étaient prêts pour l'individualisation. Et puis, elles éduquèrent donc l'intelligence chez ceux qui étaient encore plus instinctifs. Et grâce à cette intervention, on pourrait dire que la naissance pleine et entière du règne humain sur Terre a été avancée de plusieurs centaines de millions d'années. Mais cette greffe a aussi entraîné chez l'homme une dualité qui a toujours cours aujourd'hui. Parce que le greffon de l'âme divine sur l'âme animale crée des tiraillements incessants, puisque l'humain résulte désormais du mariage entre un dieu et un animal. Et donc, à partir de cette individualisation, l'âme de chaque humain va se mettre immédiatement au travail pour bâtir les 3 corps de la personnalité qui vont devenir ses outils de service. Donc, après tout un processus d'involution consacré à investir tous les plans vibratoires jusqu'au plan physique dense, nous passons à un processus évolutif consacré à développer tous les corps de l'humain jusqu'à remonter à l'essentiel. Et naturellement, la première tâche à laquelle s'attelle l'âme humaine à cette période lémurienne, c'est de prendre pleinement possession du corps physique pour le dominer. Son but consiste alors à coordonner de façon harmonieuse le corps éthérique et le corps physique dense. Ça semble incroyable aujourd'hui d'imaginer que ces 2 corps pouvaient être quelque peu disjoints, tant au fil des millions d'années, tout cela est devenu totalement automatique et inconscient. Et même si les lémuriens étaient répartis un peu partout dans le monde, ils habitaient en particulier un continent que le volcanisme a effondré complètement au fond de l'océan Pacifique, une fois que leur mission était accomplie. Mais nous ne donnerons pas de détails à ce sujet, pas plus qu'on en donnera sur l'engloutissement de l'Atlantide, parce que ça n'est pas directement relié à notre thème. Et c'est alors qu'il y a environ 8 millions d'années, un 4e groupe, appelé le groupe Atlante, a peu à peu succédé aux Lémuriens. Du point de vue de l'âme qui pilote cette évolution, il s'agissait maintenant de passer au second stade de l'élaboration du moi, en développant et en affinant le corps sensible et émotionnel de l'humain en construction. Avec le groupe Atlante, le monde de la sensibilité et le monde du désir sous toutes ses formes se sont donc accrus. En développant aussi bien des conflits pour posséder toujours plus chez la plupart des Atlantes, que une transformation du désir en aspiration spirituelle chez les plus avancés. Alors,
aussi incroyable et aussi absurde que ça puisse paraître, à l'époque où la paléoanthropologie actuelle situait les premiers hominidés, comme la fameuse Lucie dans la savane africaine, d'extraordinaires civilisations s'épanouissaient ailleurs. Parmi les âmes qui avaient rejoint l'humanité en provenance d'autres systèmes, il y en avait certaines qui étaient extrêmement évoluées et qui s'étaient incarnées pour servir de chefs, pour servir de législateurs, de conducteurs, de guérisseurs et d'éducateurs dans tous les domaines, pour ceux qui étaient encore dans l'enfance de la conscience. Et donc ces guides très évolués enseignaient absolument tout ce qui était utile au développement de la civilisation et donnaient à leurs congénères même l'accès à certains pouvoirs. C'est ainsi que les Atlantes savaient maîtriser la gravitation. Ils disposaient de vaisseaux volants et ils étaient capables de déplacer sans effort d'énormes blocs de pierre. Puis, vers le milieu du temps atlantéen, ces guides de l'humanité se retirèrent pour que celle-ci apprenne à se conduire de façon autonome. Et en quelques milliers d'années, la dégradation civilisationnelle fut patente. La magie disparut, les désirs non canalisés prirent le pouvoir et de nombreux conflits s'ensuivirent. Alors, il y a environ 1 million d'années, une grande partie du continent Atlante, situé dans l'actuel Atlantique, s'effondra et avec lui prit fin la domination qu'exerçait ce groupe sur la Terre. Et donc, du point de vue de l'âme, la mission qu'elle avait engagée à travers cette partie d'humanité était accomplie. L'humain avait alors non seulement un corps physique éthérique coordonné, mais aussi un corps émotionnel, un corps sensible vibrant au tempo des désirs et des sentiments. Alors, après le 3e groupe lémurien, le 4e groupe Atlante, l'âme humaine s'incarna à travers des individus qui formèrent le 5e groupe, le groupe arien. Celui-ci est apparu il y a environ 800 000 ans, au nord de l'Inde, dans une région appelée Aryavarta, d'où son nom, arien. Alors précisons tout de suite, pour éviter tout malentendu, que ce groupe arien n'a évidemment aucun lien avec la définition raciste qu'en a donnée Hitler. Donc ce groupe qui est né au nord de l'Inde a entamé une lente migration vers l'ouest et a donné naissance aux civilisations assyriennes, babyloniennes, grecques, romaines, celtiques, anglo-saxonnes, etc. Et c'est ce groupe qui est toujours en incarnation en ce moment. Et après le physique et l'émotionnel, c'est donc au développement du corps mental que l'âme de l'humanité aryenne va se consacrer en 3 étapes. Dans un premier temps, son but, c'est de façonner le mental concret par l'essor progressif et lent de l'éducation intellectuelle. Ainsi, elle parfait la construction du moi inférieur. Et c'est ce qui s'est passé très lentement au cours des millénaires, en commençant par toucher une toute petite élite intellectuelle, puis en s'étendant graduellement à un nombre croissant d'individus. Aujourd'hui, ce premier essor mental touche l'ensemble de l'humanité et on pourrait dire que c'est là le premier succès du groupe arien. Puis dans un deuxième temps, elle insuffle la nécessité de passer de l'intellect au mental, des connaissances à la connaissance, pour parachever le corps mental dans ses aspects concrets et abstraits. Ainsi, l'âme fournit à la personnalité l'occasion d'apprendre à penser par elle-même. Enfin, une fois le mental concret affiné, une fois la capacité à penser par soi-même développée, l'âme incite à investir l'espace mental sur lequel peut être écoutée la voix du silence. La méditation ou la concentration donne en effet non seulement accès au mental abstrait, mais aussi à la source d'où émanent toutes les vérités fondamentales. Alors il est évident que par la réussite du premier de ces buts, le développement de l'intellect, l'humanité devient très individualiste et donc profondément séparatiste et égoïste. Alors que par la mise en œuvre des 2 autres buts, l'humanité répond enfin au projet de l'âme qui est de servir l'amour sur la planète en étant passeur des énergies supérieures jusqu'aux mondes les plus denses, puisque seul le mental fait le lien entre les énergies subtiles et ces aspects denses de la création. La dualité, comme on peut le voir, est donc aujourd'hui à son comble entre ces groupes,
ce que nous pouvons très clairement percevoir dans notre société actuelle. Voilà donc la genèse de l'humanité telle qu'elle nous est racontée par ceux qui la vivent depuis l'âme. Aussi invraisemblable que tout cela puisse paraître, quand on est habitué à ne concevoir cette histoire qu'à partir des formes. Alors si nous avons pris le temps ce soir de la détailler, c'est d'abord pour suivre le même schéma que pour les règnes subhumains, et pour montrer à nouveau que toute création vient de l'unité, vient de l'esprit et de l'âme, et non pas de la forme elle-même. Et puis ça permet également d'insister sur les modalités d'expression de l'âme à travers les formes, en évitant de nous attacher uniquement à l'apparence formelle. Ainsi, en ce qui concerne l'intérêt actuel de toute cette histoire, l'intérêt réside surtout dans l'histoire de la conscience à travers les peuples, et non dans l'histoire des peuples. En effet, s'interroger par exemple sur la descendance ethnique des Lémuriens, des Atlantes et des Ariens, ce serait encore donner une grande importance causale à la forme, et entrer dans des visions tout à fait séparatistes, pouvant même mener au racisme. Alors que du point de vue de l'âme, seule compte la progression de conscience. Alors par exemple, pour établir une analogie, lorsque l'existence ne s'intéresse qu'au corps, qu'au monde physique, si son fonctionnement psychologique est essentiellement instinctif, sans aucune capacité de discerner et de comprendre le monde dans lequel elle évolue, elle répond à l'état de conscience lémurien. Mais cet état de conscience n'a quasiment plus cours aujourd'hui sur notre planète. Par contre, si l'existence humaine reste dominée par l'affect, par la passion, le désir, le besoin de consommer physiquement, sensiblement, intellectuellement, alors elle correspond complètement à l'état de conscience atlante. Et si notre existence tend à développer l'art de penser par soi-même, et répond à la raison plus qu'au désir, alors nous commençons à répondre à l'état de conscience arien. Cette progression de conscience, donc, qu'explique la courbe d'involution et d'évolution, s'exprime elle aussi en fractale. Et d'ailleurs, on la retrouve sur la trame évolutive de chaque humain. Ainsi, l'enfance témoigne de la conscience lémurienne, l'adolescence de la conscience atlante. Et quand l'âge de conscience adulte est atteint, nous sommes en conscience arienne, ce qui évidemment n'est pas encore monnaie courante sur Terre. C'est d'ailleurs ce que nous avons développé dans notre livre Le fabuleux dessein de l'humanité. Alors, pour faire le point actuellement où nous en sommes, on pourrait dire qu'actuellement, l'humanité est très majoritairement en conscience atlante. Bien que l'âme l'incite à développer l'aspect mental concret de la conscience arienne, mais c'est toujours l'émotionnel qui domine. Ensuite, une minorité s'efforce de se familiariser avec l'aspect abstrait du mental. Et enfin, certains initiés préfigurent ce que seront les 6e et 7e groupes humains en développant la capacité de fonctionner sur les plans Buddhi et Atma. Et donc le plan de l'âme en rapport avec ce 5e groupe est en bonne voie de réalisation. Mais le cheminement de la conscience est lent et si lent qu'on n'aperçoit pas toujours les avancées. Et pourtant, quand on y pense, cette évolution a été à la fois accélérée, en même temps compliquée, par l'intervention des monades avancées qui ont conféré à l'humanité une dualité unique qui la différencie de tous les autres règnes. Alors, on pourrait se poser la question, sans l'intervention de ces monades qui sont venues accélérer le mouvement, que se serait-il passé ? Eh bien, les hommes animaux auraient évolué comme l'ensemble du règne animal, en progressant extrêmement lentement, à travers la construction physique, émotionnelle et mentale concrète. Faute d'individualisation de l'âme, ce processus aurait pris beaucoup plus de temps, et nous n'en serions peut-être actuellement, nous, qu'au stade du chat ou du chien, qui sont des mammifères intelligents. Et puis, une fois les 3 corps construits, la personnalité se serait développée, amenant enfin l'individualisation et la naissance du 4e règne, l'humain. Puis progressivement, cet humain se serait tourné vers l'âme, vers le 5e règne, et serait devenu de plus en plus spirituel.
Mais tout ça se serait passé tellement lentement et progressivement que ça n'aurait provoqué aucune dualité, comme pour les autres règnes. Et l'humanité serait passée du 4e règne au 5e règne peu à peu. Il aurait simplement fallu plusieurs centaines de millions d'années supplémentaires. Mais avec l'intervention des monades extérieures, l'âme des hommes animaux s'est trouvée d'une certaine façon inséminée par l'âme du 5e règne qui est conscience de groupe, avant même d'avoir véritablement développé sa conscience individuelle. D'où le problème. Et chacun, selon le nombre et les conditions de ses incarnations, et puis selon ses propres choix, chacun y a réagi différemment. Certains se sont pressés, d'autres ont pris leur temps. Et ça donne lieu aujourd'hui sur Terre à de grandes disparités d'états de conscience, depuis la conscience de masse jusqu'à celle des initiés. Donc, comme on peut le constater, à la différence des minéraux et des végétaux et des animaux, qui progressent tous en même temps au sein d'une âme collective, l'individualisation de l'âme humaine empêche de voir globalement comment l'humanité répond aux 3 lois de l'âme, parce que cette réponse, elle diverge profondément selon l'âge de conscience de chacun. Alors, pour avoir une idée de ces 3 lois à l'œuvre, comme nous l'avons fait pour les autres règnes, il nous faut déterminer 3 champs de conscience distincts, puisqu'on ne va pas faire tout en détail. Donc on va faire ça à travers 3 champs de conscience. Et donc, dans le premier champ de conscience, on pourrait dire que l'âme œuvre au développement individuel et personnel. Pendant cette période, elle est totalement voilée et ne s'attache qu'à la construction des différents corps de la personnalité. Puis vient un second champ de conscience, au cours duquel la poussée de l'âme influence d'abord inconsciemment, puis de façon de plus en plus pressante, la personnalité constituée. Et c'est de là que naît la dualité entre objectif personnel et but de l'âme. Et elle ne cesse de croître tant que la personnalité n'accepte pas de se soumettre à la volonté de l'âme. Enfin, arrive le 3e champ de conscience, qui incite l'humain à écouter son être essentiel. Il quitte alors définitivement le sentier du moi d'abord, ses appétences particulières. Il renonce à l'ensemble de ses attentes personnelles pour vivre toute expérience dans la conscience de l'âme. Alors comme vous voyez, donc, tout ceci n'est pas simple, mais ce long préambule, complexe et peut-être même indigeste, nous a semblé indispensable pour comprendre mieux la façon dont les 3 lois de l'âme, les lois de sacrifice, d'impulsion magnétique et de service, impactent l'humanité en fonction de ces 3 champs de conscience. Alors, commençons par regarder la réaction du premier champ de conscience aux 3 lois de l'âme. Lors de ce premier champ de conscience, qui conduit à la conscience individuelle, les effets des lois de l'âme qui sous-tendent l'existence de l'humanité apparaissent sous certains traits de personnalité. Il est intéressant de constater que, quel que soit l'état de conscience, on ne peut échapper à ces lois. Mais la façon dont elles sont vécues d'une manière inversée montre bien qu'elles sont présentes et influencent tout un chacun à l'insu de son plein gré. Mais ce premier champ de conscience est un filtre qui déforme totalement l'intention première de ces lois. La loi de sacrifice incite au don de soi. Elle influence dans le sens du mieux et elle pousse à privilégier en permanence le bien de l'ensemble. Bon. Mais quand elle anime les individus appartenant au premier champ de conscience, elle s'exprime à travers une tendance à tout garder pour soi et à privilégier son bien particulier, fût-ce au détriment de la société. L'individu alors ne donne pas, il prend. Il ne pense pas du tout à l'amélioration de l'ensemble, mais à son amélioration propre. Et dès qu'il possède un peu de pouvoir, il trouve normal d'assujettir les autres à son profit. Il n'a aucun scrupule à passer outre l'intérêt des autres si cela sert ses projets et son intérêt personnel. En ce qui concerne la loi d'impulsion magnétique, qui réunit les âmes, elle se heurte aux premiers effets de l'individualisation, qui sépare au lieu d'unir les personnalités de ce premier champ de conscience. Celles-ci veulent exister par elles-mêmes. Le moi d'abord est puissant, individualiste et nationaliste.
Il cherche l'autonomie et ne veut pas entendre parler de groupe. Il ne s'insère dans aucun ensemble solidaire, ni avec les autres humains, ni avec les autres règnes de la nature. Et s'il répond inconsciemment à cette loi en établissant des liens affectifs au sein de groupes familiaux et amicaux, c'est là encore par pur intérêt personnel. Enfin, dans cet état de conscience, la loi de service devient l'art d'utiliser les autres pour les mettre à son service de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente. Et cet art se répand dans tous les domaines de la société, physiquement, émotionnellement et mentalement. L'art de servir sur le dos des autres, sur le dos de la collectivité, sur le dos des proches, sur le dos de la nature, pour gonfler son existence d'importance, est alors tout à fait manifeste. Et donc, ces trois lois de l'âme, elles sont bien présentes dans ce premier champ de conscience. Et ce sont elles qui poussent au mouvement involutif. Mais leur influence apparaît alors à travers le profit servant le personnel et non le bien de l'ensemble. Alors quand le deuxième champ de conscience s'installe, c'est-à-dire lorsque la présence de l'âme commence à être perçue par la personnalité, les lois de l'âme impulsent un mouvement évolutif. Les personnes qui vivent cet état de conscience s'efforcent d'y répondre, tout en se heurtant bien sûr à leurs désirs personnels toujours présents, ce qui induit chez eux une dualité constante. Par la loi de sacrifice, l'âme impulse la reconnaissance d'autrui, la naissance de prendre en compte les autres et de concourir à un mieux collectif. L'âme incite alors l'individu à se détacher de sa dramaturgie personnelle pour qu'il emprunte la voie de la personnalité. Le moi d'abord commence à s'effacer au profit du nous tous, et le bien individuel cède la place au bien de l'ensemble, du moins en théorie. Parce que si le corps mental signe tout de suite pour le don à l'ensemble, le corps émotionnel, lui, joue souvent les objecteurs de conscience. Et cette dualité entre l'évidence de ce qui doit être et la difficulté d'y souscrire pleinement se retrouve aussi dans l'expression de la loi d'impulsion magnétique. Cette loi organise la force qui pousse les âmes à se retrouver pour manifester collectivement une créativité nouvelle. Et plus l'âme irradie cette force d'union à travers la personnalité, plus la conscience de groupe se fait jour et affiche ses effets en termes de partage, en termes de coopération et de solidarité systémique. Et c'est ainsi que l'esprit communautaire épanouit des regroupements de conscience qui impulsent l'émergence de nouvelles valeurs. Mais évidemment, dans ce champ de conscience, l'humain n'a pas encore totalement dominé son corps émotionnel. Alors, tant que l'investissement pour le groupe ravit l'émotionnel, tout va bien. Mais quand les difficultés surgissent, les engagements se heurtent souvent à un sauf-qui-peut individuel qui, par mouvement réflexe, se met en place au mépris du bien-être collectif. Et c'est ainsi que les désirs personnels qu'on pensait un peu dépassés ressurgissent parfois avec vigueur pour affirmer la primauté du moi sur l'ensemble. Mais globalement, l'unité progresse. Quant à la loi de service, qui est la nature même de l'âme, dans ce deuxième champ de conscience, elle commence à s'exprimer par rayonnement à travers les attitudes envers les autres et la société, à travers la manière de penser et à travers la qualité des idées. Par leurs choix et leurs engagements de vie, les qualités d'âme des personnes de ce deuxième champ de conscience transparaissent de plus en plus au quotidien. Quant à la dualité, là elle se présente sous les traits du besoin d'être utile et de servir matériellement, plutôt qu'en conscience. Enfin, dans le troisième champ de conscience, comme nous l'avons vu, c'est l'âme qui donne la note du quotidien. Ces trois lois s'expriment alors à travers la personnalité entièrement vouée au service de l'âme et s'appliquent dans la manifestation, comme nous en avons parlé dans les 3 premières conférences de ce cycle, dans lesquelles nous avons détaillé ces 3 lois. Et c'est à partir de ce troisième champ de conscience que se manifestent 2 autres lois de l'âme que nous n'avons pas encore vues. La loi de répulsion et la loi de progrès de groupe. Ces 4e et 5e lois sont d'une certaine manière l'octave supérieure des lois de sacrifice et d'impulsion magnétique.
Leur impact en manifestation ne se fait véritablement sentir que lorsque la personnalité répond consciemment aux injonctions de l'âme. Lorsque, par l'éprouvé intérieur de la voie de sacrifice, la personnalité a compris la nécessité de s'effacer pour donner le plein pouvoir à l'âme, le chemin qui mène à l'impersonnalité s'ouvre et la loi de répulsion vient parachever à ce moment-là ce travail. Par cette loi, l'âme remet l'aspect séparateur de la personnalité et ses fonctionnements égoïstes à leur juste place. Et la personnalité, en service, chasse alors conjointement tout ce qui ne sert pas directement le plan pour lequel elle s'est incarnée. Cette loi est l'expression du rayon 1 au sein de l'âme. Elle porte la connaissance énergétique du plan et les lignes de sa mise en œuvre. Elle repousse tout ce qui est indésirable en imposant la volonté de l'âme à la volonté de la personnalité. Par l'affirmation vibratoire de ce qui doit être, elle porte la volonté divine jusque dans la manifestation. Et c'est par cette affirmation, c'est cette affirmation qui repousse naturellement tout ce qui s'est construit en marge de ce qui doit être. C'est cela qui amène peu à peu la personnalité à penser le monde tel que l'âme le pense, et non pas tel que la personnalité le souhaite. Les valeurs personnelles sont alors reléguées à l'arrière-plan et se dévitalisent. Elles se dévitalisent progressivement sans que nous ayons à combattre quoi que ce soit. Parce que repousser, ça n'est pas refouler, mais donner la priorité à l'essentiel afin que l'inessentiel se dissolve de lui-même. Quand la personnalité est perméable à cette quatrième loi de l'âme, eh bien la voie de l'obéissance occulte se dessine et l'effet de la cinquième loi peut commencer à se faire sentir. Et donc cette cinquième loi, c'est la loi de progrès de groupe. L'octave supérieure de la loi d'impulsion magnétique, elle va s'imposer aux humains en évolution au cours de l'ère du Verseau, mais elle est évidemment perpétuellement présente dans les mondes intérieurs. Quand l'humanité commence à y être sensible, la loi de progrès de groupe la conduit vers une identification sans réserve à l'âme, ce qui se traduit par un fonctionnement en conscience de groupe. Il n'y a alors plus du tout d'accent mis sur le progrès personnel, tant il est évident que ce n'est qu'ensemble que les âmes œuvrent au bien de la terre et de tous les terriens. Et seul le progrès de groupe apparaît important. Par cette loi, nous sommes invités à nous reconnaître les uns les autres en tant qu'âmes pour collaborer subjectivement au plan d'amour. Et c'est ainsi que nous servons. Cette loi commence à s'extérioriser à travers la formation de groupes de serviteurs tels que nous les avons définis dans les conférences de 2022, les rendez-vous du service. Nous n'en dirons pas plus ce soir sur ces deux lois parce que nous y reviendrons lors de la prochaine conférence. Voilà donc comment l'humanité évolue actuellement à travers ces trois champs de conscience. Et même si ça n'est pas toujours perceptible de l'extérieur, c'est toujours l'âme qui, du côté intérieur de l'existence, mène la danse. Ce sont ces lois qui organisent la façon dont elle conduit inexorablement la destinée humaine. Alors certes, nous en avons au départ une perception déformée parce que nous interprétons ces énergies avec des lunettes très personnelles. Mais comme l'eau façonne le rocher, l'âme polit tous les aspects séparateurs de la personnalité pour qu'elle ne soit plus un obstacle à son expression, mais un outil qui lui permettra d'agir au plus juste dans la manifestation. Alors il est temps, à présent, de s'interroger sur ce que nous pouvons tirer aujourd'hui de toute cette histoire. Nous avons dit tout à l'heure que l'intention fondamentale des monades humaines, c'était de développer un être individualisé, doté d'un mental, afin qu'il puisse prolonger le processus de création et servir d'intermédiaire entre le plan et les règnes subhumains. Et c'est fait. Désormais, en tant qu'âme fonctionnant à travers le mental, nous sommes des apprentis dieux créateurs. Et c'est en suivant le même processus de passage de l'abstrait vers le concret que nous participons à l'évolution.
nous aussi, nous allons travailler sur ce schéma. En effet, lorsque le mental abstrait est suffisamment développé, l'âme est en mesure de se servir de tous les étages du mental pour construire des formes pensées susceptibles de se matérialiser et donc d'impacter le monde. Ainsi, l'âme suit le même processus qui a présidé à la création des différents règnes. À mesure que nous entraînons notre mental à décoder de la manière la plus juste qui soit les touchés vibratoires perçus en méditation en provenance des mondes subtils, nous apprenons à construire des formes pensées précises, représentatives des idées fondamentales. Et puis, c'est en les vivant sur le plan sensible, puis sur le plan éthérique, que la création se poursuit pour aboutir à une manifestation formelle. Et c'est ainsi que l'humain devient véritablement créateur. Alors nous savons tous que les idées mènent le monde, et que tout ce qui existe a été pensé antérieurement. Mais nous réalisons peu le décalage temporel existant entre la pensée et son actualisation. En ce qui concerne la genèse des différents règnes, nous avons vu que plusieurs millions d'années sont nécessaires pour passer de l'abstrait au concret. Heureusement, en ce qui concerne les formes pensées, ça prend beaucoup moins de temps parce que le point de départ est l'âme, et non pas la monade. Mais il est nécessaire de réaliser que les idées qui prennent corps aujourd'hui ont été pensées il y a longtemps. Et que c'est en descendant sur le plan émotionnel qu'elles deviennent populaires, partagées par un grand nombre, ce qui leur permet de se concrétiser. C'est donc en pensant aujourd'hui le monde de demain que nous contribuons à la création permanente et au devenir du monde. Alors cette idée, elle est actuellement bien connue. Et elle est même utilisée aujourd'hui dans des techniques de développement personnel pour permettre à chacun d'obtenir ce qu'il veut dans son existence. Et ces techniques suivent à la lettre les lois de la matérialisation de la pensée, en insistant sur la nécessité de préciser la forme pensée de ce qu'on veut, puis de l'habiller en qualité pour lui donner une consistance sur le plan émotionnel, puis de la visualiser comme accomplie pour la concrétiser sur le plan éthérique, avant que sa matérialisation effective n'apparaisse. Mais dans cette technique de visualisation, vous noterez que le processus n'émane pas du tout de l'âme, mais de la personnalité, en quête de mieux-être pour elle-même. Et c'est pourquoi ces formes pensées d'ailleurs sont plus rapides à se manifester, parce qu'elles sont, dès le départ, dans le monde concret. Mais elles appartiennent aux premiers champs de conscience, à ceux qui ont déjà construit une personnalité efficace. Ce n'est pas l'âme en service qui s'efforce de donner corps à des idées susceptibles de servir le bien commun. C'est l'individualisme qui cherche à gagner en pouvoir sur sa propre existence. Et puis, au-delà de ces techniques, des millions de personnes font des formes pensées séparatistes, sans s'en rendre compte, en alimentant les réseaux sociaux, ou en étant friands d'informations qui donnent plein pouvoir aux égoïsmes, aux critiques et aux clivages divers. Et c'est leur grand nombre qui donne une puissance de matérialisation à toutes les idées qui ont créé le monde d'aujourd'hui. Et ça demande donc que nous prenions conscience de l'importance qu'il y a à contrebalancer toutes ces formes pensées par d'autres qui sont au service du bien commun. Or justement, cette année, il y a 2 pleines lunes Cancer. Les énergies qui vont donc baigner la Terre vont être propices à soutenir les facultés créatrices mentales de l'humanité. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, la phrase clé du Cancer, prononcée par l'âme, c'est l'âme qui dit « Je bâtis une maison illuminée et je l'habite ». Et cette phrase, elle prend tout son sens en cette période où ce qui a été touché vibratoirement pendant les 3 fêtes spirituelles des mois précédents descend sur le plan mental et commence à prendre forme. Cette phrase nous incite à construire des pensées éclairées, en ayant ensuite le goût de les incarner avec tout l'engagement que ça demande. Je bâtis une maison illuminée et je l'habite. La première maison à illuminer,
qu'investit l'humanité créatrice, c'est celle du mental, sur lequel germent les idées. Alors, compte tenu des actualités en France et sur l'ensemble de la planète, il est urgent de penser le monde de demain autrement. Le résultat des élections en Europe, les décisions de notre gouvernement et les pensées de haine partout sur Terre nous obligent et nous responsabilisent. Nous avons à penser un monde de paix et de solidarité si nous voulons que celui-ci émerge vraiment. Mais surtout, ne nous contentons pas de vagues vœux pieux émotionnels. Méditons. Relions-nous aux qualités de paix, de solidarité ou à d'autres qualités. Puis cherchons à donner corps à des idées précises, à des formes pensées qui servent l'ensemble. Puis, en descendant, pour les faire vivre sur le plan émotionnel, soyons-en les porteurs les plus fidèles. C'est à nous de devenir des exemplaires des idées que nous portons si nous voulons que ça marche. Et ça n'est pas si facile que ça, parce que ça nous demande de nous y impliquer au quotidien. Et d'ailleurs, c'est là qu'échouent beaucoup de formes pensées, parce que si nous ne nous efforçons pas de vivre l'idée que nous portons, c'est que nous-mêmes, nous ne la désirons pas vraiment. Alors évidemment, et heureusement, ce travail n'est pas isolé. Et toutes nos contributions enrichissent un travail de groupe qui ne manquera pas de se matérialiser si nous nous y consacrons pleinement. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi donner corps aux formes pensées créées par d'autres en les vivant pleinement. Alors ce soir, nous avons vu donc 3 champs de conscience qui s'expriment. Il y a un champ de conscience, le premier, qui répond à la peur, au rejet de l'autre, à l'intérêt personnel, au moi d'abord, à l'indifférence vis-à-vis du sort d'autrui. Mais ça fait partie de l'involution. Pour nous qui représentons le deuxième champ de conscience, il est urgent de penser le monde autrement, mais de le penser véritablement et de consacrer du temps pour charger les idées que nous voulons voir s'incarner dans le monde de demain. Alors, pensons ensemble. Pensons bien commun, pensons solidarité. Et diffusons sur les terres mondiales les idées et les valeurs porteuses d'un esprit de paix, de respect de tous et de chacun, pour construire une société accueillante et bienveillante. C'est ainsi que nous remplirons véritablement notre mission d'humain. Et parce que nous ne sommes pas coupés de la réalité du monde, eh bien ce soir, et pendant l'été, nous méditerons sur la phrase habituelle, mais que nous changeons quelque peu, que la réalité de la bienveillance domine chacune de mes pensées et que la vérité de la solidarité dirige ma vie. Eh bien, reprenons ensemble notre méditation de l'année qui a pour intention de servir la paix.